Bonjour, moi c'est Damien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir la vidéo de notre projet Pédalons vers nos rêves. Un voyage à vélo réalisé en juillet-août 2025 au profit de Make-A-Wish Belgium South, une association qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Avec mon meilleur ami Augustin, on vous emmène sur nos vélos de la Belgique jusqu'à l'Albanie, en passant par le Luxembourg, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, l'Italie, la Croatie et le Monténégro. Un défi plein de sens, réalisé pour fêter nos 18 ans, avec ses galères, ses rencontres et tout ce que la route nous a appris. On est le 5 juillet 2025. Moi et Augustin quittons la Belgique. On est impatient, un peu stressé, et l'émotion est présente car nous venons de quitter nos familles. On a vraiment du mal à réaliser qu'on y est à ce moment tant attendu. Des mois que je rêvais de ce jour. Pardon madame. Pendant quelques kilomètres, nous reprenons ce chemin forestier que nous avions emprunté plusieurs mois auparavant afin de rallier notre maison à Bastogne, ville de notre grand départ. Mon frérot, c'est chaud aussi. Hein. On est vraiment changé comme des bodés, frérot. Tiens, l'autre fois c'était déjà pas mal, mais ici c'est. Mais 20 minutes à peine après le début, on doit déjà s'arrêter car la rue est bloquée. Ah merde. Ah ouais. On va devoir attendre. Madame, vous savez si toute la rue est bloquée ou... Ah, ça, je vais aller découvrir. Ah ok. C'est parce qu'elle vient de déclencher, c'est pour ça que Ouais. ils viennent juste maintenant d'arriver. Oui, oui. Ça va, merci. On va attendre ici. 4 km et demi. Il y a un incendie qui vient de se déclencher juste en face de nous dans une habitation, donc là on doit attendre un peu, la route est bloquée. Ça, c'est l'aventure, C'est la vie, les gars. Voilà. Et ouais. On se repose déjà. On a fait un 20ème de l'étape aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Une centaine, ouais, on va voir où on s'en. Heureusement, une dame et ses deux fils nous indiquent un chemin qui nous évite d'être bloqués pendant des heures à cause de l'incendie. Et nous reprenons la route en direction du Luxembourg. Après notre première centaine de kilomètres du voyage, nous arrivons à Luxembourgville. Première grande ville du voyage et magnifique cité fortifiée, qui a traversé les siècles tout en se modernisant. Dès le deuxième jour, la pluie s'installe. On traverse les vignobles luxembourgeois, puis nous arrivons en Allemagne. Première rencontre avec un cycliste local, qui pendant quelques kilomètres nous accompagne et discute avec nous. C'est ça le voyage. Il faut maintenant que je vous dise que ce voyage n'est pas qu'un défi personnel. C'est un projet né d'une conviction simple. Si nous avons la chance de pouvoir réaliser notre rêve, pourquoi d'autres non ? C'est pourquoi nous avons décidé de dédier ce projet à Make-A-Wish, pour réaliser le rêve de ces enfants qui se battent chaque jour contre une maladie. Nous passons ensuite en France, et la pluie ne veut pas nous quitter.
nous longeons pendant des heures divers canaux, sous une alternance d'averses orageuses qui nous détrempent intégralement et d'éclaircies. Mais on continue, on pédale et tout change lorsque nous arrivons dans la vallée des Éclusiers. La pluie s'est arrêtée et le cadre est juste magnifique. De quoi nous booster jusqu'à Saverne et son château où nous passerons la nuit pour éviter les orages. By the moonlight, sky trucking if the flavor just ain't right. Sad songs ain't the same in the daylight. Surviving, I guess I'm saying that I got a taste of the dream and it saved my life. Got a taste of the strength that I. Et puis le lendemain, Strasbourg et son imposante cathédrale. Prodige du gigantesque et du délicat, comme le disait Victor Hugo. Sur le chemin vers Bâle, nous faisons la rencontre d'un cycliste allemand, Paul. Le feeling passe très bien. Nous passons de très bons moments ensemble. On parle de nos passions, de nos études, de nos langues respectives, de nos pays, de la musique. Paul est allemand, mais il vit depuis quelques années à Eindhoven, où il étudie. C'est la première fois qu'il fait un voyage en vélo. Lui roule jusque les Alpes suisses, où il va effectuer un stage d'escalade. Nous nous entendons vraiment bien, et Paul décide de passer la nuit avec nous dans un petit camping alsacien. Nous passons dans la réserve naturelle de la Petite Camargue, jusqu'à ce qu'arrive le moment de se dire au revoir. Good luck, guys. Yeah, Me too. thanks for No problem, bro. If you have any problems, text me, you know. Yeah. Maybe I'll answer. Les au revoir sont difficiles, car même si nous n'avons passé qu'un peu plus de 24 heures ensemble, cette façon de voyager rend les choses tellement différentes. Nous nous comprenons, et il y a énormément de respect entre Paul et nous. Depuis Bâle, nous allons remonter le Rhin. Nous suivons le fleuve, les superbes villes et villages qui le bordent et leurs maisons en colombage. Nous nous arrêtons devant les plus grandes chutes d'eau d'Europe, les chutes du Rhin. Et on termine notre parcours le long du Rhin au lac de Constance. Ce lac, partagé entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, est l'un des plus grands d'Europe centrale. On commence vraiment à prendre conscience de tout le chemin que nous avons parcouru. Après avoir longé le Rhin, nous remontons en Allemagne pour rejoindre la source du Danube dans la forêt noire. Pour ce faire, nous traversons des forêts qui semblent infinies, en alternant entre des montées et des descentes. Dans celle-ci, nous avons dépassé les 75 km/h, la descente la plus rapide du voyage, même si on s'est fait un peu peur. J'ai eu peur, je t'avoue là. Il y avait des gens juste devant moi. Là ça va très vite, hein, je vous avoue. Je sais pas combien de kilomètres j'y vais, mais je vais essayer vite. Là où nous le rejoignons, à sa source, le Danube n'est qu'un modeste fil d'eau
qui nous impressionne par son débit ridicule. Et après une nuit rythmée par le bruit assourdissant de la pluie sur notre tente, on commence notre trajet le long du deuxième plus long fleuve d'Europe. Malgré les averses, la première journée aux côtés du Danube est très agréable. Nous traversons le magnifique parc naturel du Haut-Danube toute la journée, au son des oiseaux et de l'eau qui s'écoule. La nature nous a offert ce décor somptueux, avec la brume s'échappant de l'immensité verte et le fleuve traçant son chemin au cœur de la vallée. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la caissière et lui sera... On suit le Danube pendant de nombreux jours, mais la météo ne nous épargne pas. La pluie, le vent, le froid, tous sont de la partie pendant notre voyage en Bavière. C'est dur pour le mental, et pour le corps aussi. De plus, nos vêtements ne sont pas suffisants, car nous n'avions pas prévu qu'il fasse si froid et humide. Mais heureusement, la beauté des villes que nous traversons nous donne la force de continuer, malgré la monotonie des paysages, la pluie et le froid. Yeah, I think we should take the long way home. Let's take the scenic route and go the way we never dreamed before. Les façades colorées, les églises et les châteaux confèrent aux villes de Bavière un charme particulier. Nous passons ainsi par Ulm, Ingolstadt, Ratisbonne, jusqu'à arriver à Passau, la dernière ville allemande avant notre passage en Autriche. Nous voilà maintenant en Autriche. Enfin. Après des jours compliqués et des paysages plats et ennuyeux, nous retrouvons enfin des reliefs. Les vallées sont superbes, le soleil est présent et le vent nous pousse dans le dos. Bref, tout y est parfait. Au fil des kilomètres, le Danube s'élargit et le débit modéré du fleuve permet à un bon nombre de cygnes d'y nager à sa surface. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.
Avant d'arriver à Vienne, on passe dans la région nommée la vallée du Danube. Cette région est l'une des plus belles d'Europe et accueille toutes sortes de fruitiers sur ses pentes. Pommiers, abricotiers, vignes, tout y est réuni. Et on peut vous assurer que les fruits sont délicieux. On est le lendemain du jour où on a quitté Vienne. Aujourd'hui, hier soir, le vrai problème c'est qu'il n'y avait aucun camping, donc on a dû trouver. On a sonné chez des gens, c'est la première fois qu'on faisait ça. On s'est retrouvé ici, à Grimmenstein, en Autriche, dans un jardin, grâce à Franz et sa femme qui ont accepté de nous accueillir, quoi. Donc c'est super. Et voilà. Augustin. Merci à Franz et à sa femme. On a très bien dormi. On a très bien dormi. Et voilà, on est déjà prêt pour aller déjeuner. Après le petit déjeuner, on s'attaque à une des plus grosses montées du voyage. Environ 14 km, avec des pourcentages qui frôlent les 15% par moment. On souffre énormément. Mais en plein effort, on rencontre deux Tchèques qui, comme nous, galèrent dans cette montée interminable. On discute ensemble tout en roulant. Ils ont 19 ans, habitent près de Prague et vont jusqu'à Vérone, dans le nord de l'Italie. T'en poses. C'est plus vraiment qu'on peut dire pour ça. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la fin là. Ça va être vraiment... Will you get a beer with us in Mönchkirchen? Sorry? Will you grab a beer with us in Mönchkirchen? We have to do 100 kilometers. The beer is maybe Only one. It's for 10 minutes. something maybe, but Okay. not a beer for me. How many beers do we get per day? That's minus kilometers. Yeah. Ça faut, ouais. 5 beers yesterday. I know that. I'm missing one today. I knew that Czechs love beers, but Really? Lifestyle. C'est le lifestyle. Comme vous l'aurez compris, ils veulent qu'on aille boire une bière avec eux tout en haut de la montagne. Au début, je n'étais pas très chaud car la descente était dangereuse, mais au final, ils m'ont convaincu. Après avoir descendu la montagne ensemble, on se sépare.
et Augustin et moi reprenons la route en direction de la Slovénie. Arrivés à la frontière slovène, nous prenons un bac pour traverser le cours d'eau et ainsi passer en Slovénie. Nous avons eu une superbe discussion avec le conducteur du bac qui nous a appris plein de choses sur la Slovénie et la langue slovène. How do you say hello in Hello, dober dan. Dober dan? Dober dan. Dober dan, okay. Where do you come from? Belgium. Belgium. Oh. Yeah. And destination? Albania. Albania. A lot of people going to Albania, Turkey. Yeah. Yes, going to Slovenia, across Croatia. I will Montenegro. cross Slovenia, Yeah. then Croatia. Nice trip, yes. Going to the sea. Yeah. Oh, very nice. Do you sleep in hotel or in tent? In tent And and sometime in hostel. Aha, in hostel, yeah. How many days have a trip? We started the 5th of July. 5th of July, huh? Yeah, and we finished the 17th of August. August. Oh, that is Yeah, 40 days. really long, yes. 40 days. Oh, very nice. What is thank you in Slovenian? Please, can you... What is thank you in Slovenian? How do you say thank you? Thank you, we Yeah. say hola. Hola. We say Ah, hola, okay, yes, sorry. yes. In German language, say danke. Ja, danke. German, we say hola. Croatian language and Slovenian language is really same. Okay. In Croatia, say hola and goodbye in Slovenian language. Say na svidanje. In Croatian language is do viđenja. Have a nice day and have a nice trip. Save it. Hola. Prosim. Quoi? Prost. Ouais. Ouais. Nous voici désormais en Slovénie, qui est notre véritable coup de cœur du voyage. La Slovénie est synonyme d'arrivée dans les Balkans, ce qui veut également dire qu'on monte d'un cran de difficulté par rapport à tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et ça, elle nous le fait directement sentir, avec des montées très difficiles. Une chose que nous avons remarqué, ici, la nature domine, et les collines semblent sortir de terre à perte de vue. Sans aucun doute, nous sommes dans l'un des poumons verts d'Europe. Les forêts slovènes abritent l'une des plus grandes populations d'ours bruns, avec environ 1000 individus, pour un pays d'une superficie qui fait à peine 2/3 de la Belgique. Malheureusement, ou heureusement, leur discrétion fait qu'il nous a été impossible d'en voir malgré leur nombre important. Les habitants avec lesquels nous avons discuté nous ont dit qu'il n'y avait quasiment jamais de problème avec les ours et qu'ils n'en voyaient pratiquement jamais.
En parlant des habitants, les Slovènes sont d'une gentillesse exceptionnelle, on sent qu'ils sont très fiers de leur pays, et ils nous ont appris énormément de choses sur l'histoire du pays, ainsi que la langue. Nous avons toujours été très bien accueillis, et ils prenaient de leur temps pour discuter avec nous. Après quelques jours en Slovénie, il est temps de rejoindre la mer Adriatique et sa côte que nous longerons tout le reste du voyage. On passe donc en Italie, à Trieste, et malheureusement, ce qui devait être un symbole fort car nous arrivons près de la mer, est gâché par la pluie. Nous n'avons d'ailleurs pas filmé Trieste. Après 1 heure dans la ville, nous reprenons la route et arrivons en Croatie, après une journée où nous sommes passés par 3 pays. Le lendemain, nous commençons notre long parcours de près de 1000 km du nord au sud de la Croatie. On part donc de Rijeka et grimpons dans les montagnes. On le sait, cette partie des Balkans est l'une des plus compliquées, et nous allons souffrir jusqu'à la fin. Pour ce premier jour en terre croate, il ne pleut plus, mais le ciel est encore couvert d'une épaisse couche de nuages grisâtres qui ne laissent pas passer les rayons du soleil. Au fur et à mesure de la journée, le vent se lève de plus en plus. Il est de face et c'est vraiment insupportable. Dans les montées vraiment compliquées, le vent agit comme un coup de marteau. On a l'impression d'être collé au goudron et qu'on ne va jamais terminer notre journée. Soudain, comme une oasis au milieu du désert, apparaissent des chevaux et des vaches en liberté. Ce qui s'apparentait jusque-là à un véritable enfer de rochers devient un paradis au milieu des montagnes. Celle-là aussi elle est enceinte. Celle-là aussi, elles sont toutes enceintes les gâtés. Ah oui, ça fait beaucoup de bébés. Ça va? Celle-là aussi elle est enceinte. Ouais, celle-là aussi elle est enceinte. Oh, ça, hein? Après cette journée tout aussi dure qu'infernale, nous redescendons vers la côte pour nous arrêter dans la superbe ville de Senij. Ah, ça y va. La Croatie est vraiment magnifique. Nous sommes dans les montagnes, et 1 heure plus tard, nous roulons le long de la mer. Les montagnes croates ne sont pas les plus hautes, mais elles sont dures. Et on a l'impression qu'elles sont là pour nous vider les jambes. Elles sont là pour nous défier, pour voir si nous sommes capables d'arriver au bout.
Mais on n'a pas le choix, il faut se battre contre notre corps qui nous fait mal. Mais heureusement, notre motivation est accentuée par le but de ce projet et les encouragements des personnes qui nous soutiennent. Comme ces enfants qui se battent chaque jour contre la maladie, nous devons nous battre avec le même courage qu'eux pour arriver au bout de ce projet qui leur est dédié. Malgré la difficulté de ces montées qui se répètent au cours de la journée, on peut quand même compter sur de très belles descentes, même si il faut être vraiment vigilant, car à cette vitesse, le danger est partout. En parlant de danger, en arrivant en Croatie, on a vite compris que la route n'est pas toujours tendre. Ici, la culture du vélo est totalement absente. Les voitures roulent vite, trop vite, et elles passent souvent à quelques centimètres de nous. Il faut rester concentré et attentif au moindre bruit. Dorénavant, le danger fait partie du quotidien et oblige à l'humilité. Et puis un après-midi, après une longue descente dans une chaleur étouffante, on commence à entendre les premières cigales qui ne nous quitteront plus jusqu'à la fin du voyage. Nous sommes donc bel et bien dans le sud. Lorsqu'on a la possibilité, on profite de la soirée pour aller se baigner dans l'eau de l'Adriatique. Et qu'est-ce que ça fait du bien, après autant de kilomètres et de dénivelé. Une chose qui nous a également marqué, c'est les vestiges de la guerre de Yougoslavie qui restent encore dans les zones les plus reculées du pays. La côte d'Almaty nous plaît énormément, de par ses paysages somptueux, mais malheureusement, les villes et les lieux touristiques sont assaillis par des milliers de touristes. De plus, en Croatie, on n'a pas vraiment eu la chance d'être accueillis par les gens, comme en Autriche ou en Slovénie. Mais c'est vraiment dommage, car ça nous aurait vraiment plu de partager avec les locaux. Ça nous permet vraiment d'en apprendre plus sur la culture et d'échanger sur plein de sujets. Ici, malgré plus de 10 jours passés dans le pays, on s'est senti comme de simples touristes qui traversent le pays, sans vraiment connaître les gens qui y vivent. Et c'est donc après plus de 10 jours en Croatie que nous passons dans l'avant-dernier pays du voyage, le Monténégro. On arrive dans la baie de Kotor et le décor est vraiment surréaliste. La route longe la mer, coincée entre l'eau et les montagnes. Il fait très chaud et le soleil reflète sur la mer. Après avoir roulé toute la journée autour de la baie, nous nous arrêtons dans un camping situé au bord de l'eau.
ce qui nous offre un super coucher de soleil. Le lendemain, nous nous levons à 5 h du matin pour éviter les 40 degrés prévus en après-midi et pour attaquer la plus longue montée de notre voyage, la route de la Serpentine, une montée de 19 km avec 25 lacets en épingle. Après plusieurs kilomètres à travers les montagnes, nous redescendons vers le lac de Shkodër, le plus grand lac des Balkans. Nous enchaînons les montées, et c'est beaucoup moins dur que ce que nous pensions. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a démarré il y a 36 jours. Et notre corps a bien eu le temps de s'habituer à de tels efforts et à la chaleur. C'est d'ailleurs vraiment impressionnant à quel point notre corps peut s'adapter. Les premières grosses montées en Autriche nous paraissaient insurmontables. Et depuis la Croatie, tous les jours, nous grimpons plus de 1000 mètres sans trop de difficultés, avec la chaleur et parfois le vent. En ce qui concerne la chaleur et en regardant la météo, on se rend compte que désormais, tous les jours il fera environ 40 degrés. On devra donc se lever à 5 h du matin, avant le soleil, pour éviter la chaleur. C'est compliqué car nos nuits sont très courtes. Mais ça a quand même du positif, car on voit vraiment la nature se réveiller. Tout est calme, mais dès 9 h, le thermomètre affiche 30 degrés. Le soleil monténégrin ne pardonne pas. On a également rencontré des Flamands, avec qui nous avons passé une soirée inoubliable. Et le lendemain, après avoir fait un petit peu la fête, il était temps de s'attaquer à la dernière montée du voyage. Elle est dure, mais rien de comparable à ce que nous avons fait jusque-là. Ça nous fait bizarre, on sent qu'on touche au but, et le cadre est magnifique, car on voit le soleil se lever sur le lac. Et en face de nous, de l'autre côté de l'étendue d'eau, se trouve l'Albanie. En haut de la montée, on le sait, on va réussir, plus aucun doute. Ces mêmes doutes qui tout le long du voyage nous ont suivis. Le premier jour, sous la pluie en Allemagne, lors des premières grosses montées en Autriche, quand les montées croates s'enchaînaient sans nous laisser de répit, le doute ne nous a pas quittés, mais il ne nous a pas empêchés d'arriver ici, au milieu des Balkans, à vélo. Et nous voilà désormais en Albanie, pays final de ce projet. Malheureusement, la caméra surchauffait, donc nous n'avons pas pu filmer énormément. La fierté d'être ici est vite coupée net, quand on voit autour de nous cette pauvreté omniprésente dans le nord du pays. Des enfants et femmes enceintes mendient sur le bord de la route. Dans les villes, le trafic est chaotique, et dans les villages, on a l'impression d'être à une autre époque. Et il y a vraiment un gros écart entre les riches et les pauvres. Certains se déplacent en charrette, en voiture des années 70, et d'autres en Porsche ou en Mercedes récente. Comme je le disais, dans la plupart des villages, le temps semble s'être arrêté. Malgré ça, on ne regrette pas du tout d'être venu ici. On se rend compte de la chance qu'on a. Puis, s'il y a bien un pays où les gens ont des valeurs incroyables, c'est ici. Les Albanais ont des valeurs que nous n'avons plus dans nos sociétés occidentales. Ils ont un sens de l'hospitalité inégalable, avec sur leur visage un sourire constant. Les gens nous saluent. Certains viennent vers nous, et même si nous ne parlons pas la langue, ils font en sorte de communiquer avec nous. Les gestes sont alors la meilleure option. On voyait que les enfants étaient très heureux de nous voir ici.
Et un jour, on a même fait une photo avec 2 d'entre eux qui nous ont arrêtés au long de la route. Beaucoup m'avaient déconseillé de venir en Albanie pour des questions de sécurité. Et certes, ce n'est peut-être pas la région du monde la plus sécuritaire, et encore moins en étant cycliste, mais comment pourrais-je regretter ce choix ? Je me suis pris une claque en arrivant ici, mais je m'y attendais. Ces gens m'ont donné une leçon de vie, et plus particulièrement d'humilité. De plus, l'Albanie est un exemple de tolérance religieuse, puisqu'ici coexistent musulmans et chrétiens. C'est donc un symbole fort de terminer ce voyage dans la capitale albanaise. Et surtout, c'est le point final d'un effort immense, couronné par les 8 000 € récoltés grâce à votre soutien. 8 000 € qui permettent la réalisation de 3 rêves d'enfants gravement malades. Lucas est parti en Laponie, Yael a vu les tigres et plein d'autres animaux, et Nelio est allé à Disneyland. C'était le 13 août 2025, à 9h58, la fin d'un rêve, le point final de 2 années de ma vie, et une expérience humaine exceptionnelle. Tout ça à vélo.